Comment faire un recours devant le tribunal administratif? Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour que votre recours puisse prospérer, être frappé de succès lors de l'audience devant le tribunal administratif. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez réceptionné une décision administrative défavorable et que vous souhaitez la contester. Je vais vous expliquer ici à la fois comment se passe un recours gracieux, les délais, comment rédiger votre recours gracieux, quels sont les délais de rejet implicites de ce recours gracieux, dans quel délai et comment saisir le tribunal administratif. Vous saurez tout sur comment rédiger une requête devant le tribunal administratif, la motivation en fait, en droit, le par ses motifs, ce que vous pouvez demander ou ne pas demander devant un tribunal administratif, comment analyser la réponse de l'administration, c'est ce qu'on appelle le mémoire en défense, comment y répondre, est-ce que c'est judicieux ou pas, et surtout comment va se passer l'audience, la clôture d'instruction, ce que ça signifie, la convocation à l'audience, comment se passe l'audience devant un tribunal administratif, ça c'est très important parce que contrairement à une répondue, la procédure est écrite, et puis on parlera bien entendu du rapporteur public, de la collégialité, des référés et du délibéré. Allez, on commence tout de suite sur le vif du sujet. Vous venez de recevoir une décision administrative. Cette décision administrative, première chose à savoir très importante, elle est exécutoire. Exécutoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est signée, émise, publiée ou notifiée à personne pour une décision individuelle, cette décision s'applique. Ce qui veut dire que vous la contestiez ou pas dans le cadre d'un recours gracieux ou un recours contentieux, elle s'applique. Et uniquement à compter du jugement qui viendra annuler cette décision, les effets disparaîtront. Ça sera retiré de l'ordonnancement juridique. La seule possibilité pour suspendre, geler les effets de cette décision, on le verra plus tard, ça a notamment fait l'objet d'une autre vidéo, d'un autre podcast, c'est le référé suspension, mais j'y reviendrai. Vous venez de recevoir votre décision administrative, admettons le 1er mars. La première chose à noter immédiatement, c'est le délai de recours contre cette décision. Toutes les décisions administratives peuvent faire l'objet soit d'un recours gracieux, soit d'un recours contentieux. En gros, vous avez deux options. Soit vous décidez d'aller directement devant le tribunal administratif pour contester cette décision, soit vous tentez dans un premier temps la voie amiable, vous faites un recours gracieux. On va prendre l'option du recours gracieux. Vous recevez votre décision administrative le 1er mars. Vous avez donc 2 mois à compter de la réception pour faire votre recours gracieux. Un recours gracieux, qu'est-ce que c'est? C'est notifier un courrier recommandé avec accusé de réception à votre administration qui a émis la décision. Par exemple, si vous êtes dans l'éducation nationale, c'est le rectorat. Si vous êtes dans la ville de Paris, c'est la ville de Paris. Et vous allez notifier ce recours gracieux. Ce recours gracieux, c'est un courrier qui doit être le plus circonstancié possible, dans lequel vous allez indiquer qui vous êtes, pourquoi vous contestez cette décision. Vous allez devoir surtout motiver en droit cette contestation. Vous allez développer des moyens de droit, donc vous allez viser l'ensemble des dispositions légales qui s'appliquent à votre cas de figure, ainsi que les jurisprudences. Les jurisprudences, c'est l'ensemble des décisions qui ont été prises par toutes les juridictions administratives en France, tribunal administratif, cour administrative d'appel et bien entendu Conseil d'État. Et vous allez indiquer à la personne, à l'administration qui a émis cette décision défavorable, pourquoi est-ce qu'elle s'est trompée et pourquoi, eu égard aux dispositions légales et à votre situation personnelle, c'est ce qu'on appelle les faits, cette décision doit être retirée. Vous notifiez ce recours gracieux par courrier recommandé avec accusé réception. L'administration, l'établissement public, par exemple si c'est un centre hospitalier, va réceptionner ce recours gracieux. Quand vous allez réceptionner, vous de votre côté, l'accusé réception de ce recours gracieux, vous notez à l'agenda qu'il y a un délai de 2 mois qui commence à courir. C'est-à-dire que l'administration, quelle qu'elle soit, a 2 mois désormais pour vous répondre. La question que vous allez vous poser, et la question qui est classique, c'est mais qu'est-ce qui se passe si l'administration ne répond pas? Contrairement à une mauvaise idée répandue, la notion de qui ne dit mot consent, c'est absolument faux en l'occurrence. Pourquoi? Parce que si l'administration ne répond pas dans un délai de 2 mois à compter de la réception de votre recours gracieux, cela signifie que l'administration rejette implicitement votre demande. En d'autres termes, si vous faites votre recours gracieux, vous n'avez pas de réponse dans un délai de 2 mois, exemple, décision du 1er mars, vous contestez le 1er mars un recours gracieux, si au 30 avril vous n'avez pas de réponse, cela veut dire non. Pas de réponse égale refus de l'administration de faire droit à votre demande. L'administration peut également répondre explicitement au bout de 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Elle vous envoie dans ce cas-là un courrier dans lequel elle vous indique qu'elle n'entend pas faire droit à votre demande de recours gracieux et que donc elle ne va pas retirer la décision. Notez, très important, si l'administration vous répond explicitement, donc par courrier, qu'elle ne fait pas droit à votre demande, c'est une décision explicite de rejet. Et à compter de la réception de ce document, vous avez 2 mois, cette fois-ci, pour saisir le tribunal administratif. Vous l'aurez donc compris, 2 options. Soit l'administration vous répond dans un délai de 2 mois, et donc dans ce cas-là, à compter de cette réponse, vous avez 2 mois pour faire la requête en annulation devant le tribunal administratif. Option 1. Option 2, pas de réponse, et donc pas de réponse pendant 2 mois, égale rejet implicite au bout de 2 mois. Et à compter de ce 2 mois sans réponse, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Si l'administration vous répond favorablement, j'ai envie de dire, vous pouvez arrêter la vidéo, il n'y a plus de sujet, puisque ça veut dire que l'administration a procédé au retrait de la décision, et donc vous bénéficiez d'une décision qui vous est favorable. Si vous continuez avec moi cette vidéo, c'est que probablement votre recours gracieux a été dénué de suite favorable. Dans ce cas-là, il faut que vous saisissiez le tribunal administratif d'un recours contentieux ou d'un REP, un REP, un recours en excès de pouvoir. Comment se passe un recours en excès de pouvoir ?
Un recours en excès de pouvoir, c'est le cousin germain de l'assignation devant un tribunal judiciaire. Vous le savez, si vous regardez cette vidéo, vous avez certainement conscience qu'il y a bien deux ordres de juridiction. Les juridictions de l'ordre judiciaire, le pénal, la famille, tous les différents contentieux, par exemple parfois de séparation, de succession. Et puis vous avez l'ordre administratif. L'ordre administratif, c'est tout ce qui concerne les litiges entre les particuliers et l'administration, entre les établissements publics et l'administration, entre les citoyens, les administrés, l'administration fiscale, la commune, les contentieux des permis de construire, les contentieux de la fonction publique, les contentieux des marchés publics, les contentieux de la domanialité publique, bref, la liste est sans fin, mais à chaque fois qu'un particulier est opposé à une administration, c'est le tribunal administratif. Et la procédure devant le tribunal administratif est extrêmement spécifique. Primo, par rapport à l'ordre judiciaire, la procédure administrative est une procédure qui est écrite. Je vais revenir par la suite, mais ça c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Et on le verra tout à l'heure dans quelques instants, parce que tout ce que vous ne mettez pas dans vos écritures, dans votre requête, tout ce que vous ne mettez pas à l'écrit, vous ne pourrez pas le soulever à l'audience. L'audience n'a de signification d'audience que le mot, puisqu'en réalité l'audience, on le verra tout à l'heure, dure 3 à 5 minutes et l'objectif c'est surtout de répondre très rapidement aux observations du rapporteur public, j'y reviendrai. Alors cette requête, ce recours en excès de pouvoir doit être rédigé en langue française, ça peut sembler curieux de le préciser, mais c'est la jurisprudence qui l'exige et la loi qui l'exige, vous devez rédiger votre requête en langue française et uniquement en langue française. Donc cette requête, c'est un document qui est écrit. Le juge administratif va vous juger sur pièce, ce qui signifie, c'est très important, que chaque affirmation, tout ce que vous allez mettre dans votre requête doit faire l'objet d'une pièce justificative. Cette requête, rédigée en langue française, doit faire entre 4 et 15 pages maximum. C'est un conseil que je dois vous donner. Nous avons à l'ordre des réunions tous les ans, alors des avocats, des réunions tous les ans avec les magistrats des tribunaux administratifs. Et tous les ans, les magistrats nous demandent et nous disent que l'objectif, et je vous rappelle c'est très important, c'est d'être synthétique. Il faut être synthétique. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ne faites pas, si vous faites votre requête seul, ne faites pas des requêtes fleuves. Des requêtes de 50-60 pages, ça va gonfler le magistrat et ça va être contre-productif totalement. Le magistrat ne va pas avoir le temps ni l'envie de lire 60 pages plus 90 pièces. Ça n'a aucun sens. Il faut que vous soyez synthétique. Là-dessus, c'est très important puisque quand vous passez le concours d'avocat, l'épreuve qui compte le plus de points pour l'épreuve, c'est la note de synthèse. La note de synthèse, c'est-à-dire que les magistrats attendent, et c'est ce qui fait un bon avocat, c'est son esprit de synthèse, de résumer ce qui est essentiel. Donc votre requête doit être rédigée de manière synthétique, 4, 10, 15 pages. Cette requête commence par une page de garde, vous allez indiquer recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, Lyon, Grenoble, Besançon, peu importe, ou Lille ou Amiens, et vous allez dire qui vous êtes pour, Benjamin Ingelard, donc domicile, nom, avocat. Contre, vous allez indiquer contre, c'est très important, vous n'êtes pas contre votre administration, vous êtes contre une décision. Donc pour Benjamin Ingelard, agent de la fonction publique au sein du centre hospitalier de n'importe quoi Poitiers. Contre, bien l'arrêté en date due qui me refuse la NBI. Une personne contre une décision. Ça, c'est la page de garde, la première page. Seconde page, vous mettez la formule de politesse. Plaise à madame, monsieur les conseillers, madame, monsieur le président du tribunal administratif. Ensuite, on engage la première partie, rappel des faits et de la procédure. C'est important parce que le magistrat ne vous connaît pas, ne sait pas pourquoi il est saisi. Rappel des faits de la procédure, vous allez en fait balayer l'ensemble des faits qui vous ont amené à aller devant le juge administratif. Et donc, vous allez rappeler votre carrière. Attendu que, il n'y a pas de forme particulière, mais c'est souvent un peu la formule classique. Monsieur Benjamin Ingelard a eu son concours de la fonction publique en 1998. Il a obtenu un concours, il est fonctionnaire de catégorie A, il exerce les fonctions de blablabla. Par arrêté en date due, donc vous expliquez en fait toute votre carrière, toute la chronologie, et vous en venez au cœur du sujet. Par arrêté en date due, l'administration, l'établissement public a notifié à monsieur Ingelard un arrêté de sanction disciplinaire, a notifié à monsieur Ingelard un arrêté lui refusant la NBI, ou a notifié à monsieur Ingelard un arrêté de refus de permis de construire, ou un rejet de son appel d'offres, d'accord ? Donc vous rentrez dans le vif du sujet, vous expliquez quelle est la décision que vous allez contester. Et donc vous indiquez si vous avez effectué un recours gracieux ou non. Ensuite, seconde partie, c'est la discussion. La discussion, c'est vraiment l'argumentation juridique. C'est le socle, c'est le pilier de votre requête. Dans cette discussion, vous allez indiquer, déployer les moyens juridiques. Par exemple, ce que je vous conseille toujours, c'est de faire un moyen d'illégalité externe et interne. Vous allez soulever, par exemple, premièrement, c'est assez classique, l'incompétence de l'auteur de l'acte. Vous n'en savez rien, est-ce que l'auteur avait la compétence juridique pour signer votre acte? Est-ce qu'il avait les délégations de pouvoir? Dans le doute, vous le soulevez. D'accord ? Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense que l'auteur de l'acte ne soit pas compétent. Donc premier moyen, vous soulevez l'incompétence de l'auteur de l'acte. C'est un vice de forme si l'auteur est incompétent. Par exemple, ça a été signé par l'adjoint aux finances, mais est-ce que l'adjoint aux finances avait la délégation ou pas? On n'en sait rien, mais ça c'est vraiment un moyen qui peut permettre de faire tomber la décision. Autre moyen que vous devez soulever, par exemple, c'est la disproportion de la sanction si c'est une sanction administrative, ou c'est une erreur matérielle, une erreur de fait, ou une mauvaise appréciation des dispositions légales applicables. Là, il va falloir démontrer pourquoi est-ce que la loi ne s'applique pas à votre cas de figure, et pour vous épauler, et pour
enfoncer le clou des moyens que vous soulevez à votre bénéfice, vous allez vous appuyer sur ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions qui concernent des cas similaires aux vôtres. Typiquement, vous allez sur Légifrance, par exemple, et vous allez faire des recherches, vous tapez vos mots-clés, on sait rien moi, permis de construire, hauteur de 3 mètres, plein de mots-clés, et au regard de l'ensemble de ces mots-clés, vous allez avoir des décisions. Il y a forcément des personnes qui ont été dans le même cas de figure que vous. Mise en retraite d'office, congé longue maladie, congé longue durée. Bref, vous mettez vos mots-clés et vous allez piocher les décisions qui sont similaires aux vôtres. Et donc, vous allez venir produire ces décisions dans votre requête. Ce qui veut dire que le juge administratif, vous allez lui simplifier le travail. Vous allez expliquer qui vous étiez, quelle décision vous contestiez, sur quel moyen légal vous soulevez. J'estime que il y a une disproportion, que c'est manifestement disproportionné, que l'auteur est incompétent, que ces dispositions légales ne s'appliquent pas, et donc il y a une erreur qui a été commise par l'administration. Ça arrive quand même très souvent. Et vous expliquez pourquoi. Regardez la jurisprudence dans un cas similaire. Je suis dans le tribunal administratif de Paris, mais vos collègues de Lyon, de Grenoble, de Marseille ou de Bastia ont déjà jugé un cas similaire et ont donné raison à l'agent. Donc vous devrez me donner raison. Ça, c'est la motivation en droit. Une fois que vous avez motivé en droit toute votre requête, c'est la phase finale la plus importante. Ne quittez pas la vidéo maintenant, c'est vraiment très important. C'est le par ses motifs. C'est la conclusion. Pour la jurisprudence, c'est très important. Ne faites pas vraiment l'économie de ce sujet, et donc sur ce point, si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, réellement, n'hésitez pas à demander à votre avocat, c'est très important, ou à nous contacter. La jurisprudence, c'est vraiment aussi l'expérience de votre cabinet, l'expérience de l'avocat, qui va savoir, de par l'ensemble des affaires qu'il aura eu à gérer, il connaît la jurisprudence, il va aussi vous donner son retour d'expérience. Typiquement, sur certains cas de figure, on est capable de vous dire, dans la plupart des cas, dans un rendez-vous de 30-45 minutes, si oui ou non ça vaut le coup d'y aller ou pas. On le sait par expérience. Nous, par exemple, au cabinet, ça fait 15 ans qu'on fait des dossiers en droit public, en droit administratif. On a eu des milliers de dossiers devant les juridictions administratives. On intervient devant toutes les juridictions administratives et on connaît aussi un peu la sensibilité de certaines chambres. Certains dossiers ne sont pas jugés de la même manière à Marseille qu'à Lille. Donc il y a peut-être des moyens qui vont être importants, d'autres non. À Paris, par exemple, je peux vous dire que les demandes de référé expertise sont beaucoup plus acceptées que dans d'autres plus petites juridictions où le magistrat va être plus frileux pour accorder certaines choses, alors que dans d'autres juridictions, c'est vraiment des tendances. Et ces tendances, malheureusement, vous ne pouvez pas les savoir seul, donc n'hésitez vraiment pas à contacter votre avocat ou contacter le cabinet pour être informé de ces tendances. Donc ça, c'est plus dire l'expérience métier sur le sujet. Et donc, dernière partie, la plus importante vraiment, c'est la finalité, la conclusion, c'est ce qu'on appelle le par ses motifs. Le par ses motifs, c'est ce qui conclut. Donc, on a vu, vous avez dit quelle décision vous contestiez, qui vous étiez, la chronologie, pourquoi est-ce que vous contestiez cette décision, vous avez développé les moyens d'illégalité, vous avez développé la jurisprudence, vous avez fourni l'ensemble des pièces qui justifiaient vos affirmations dans un bordereau de pièces jointes, numérotées, pièces jointes 1, 2, 3, 4, 5, vous devez numéroter les pièces, une affirmation, une pièce. Une fois que vous avez fait tout ce travail de fond, il faut la conclusion. La conclusion, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui peut tout gâcher si c'est mal fait. C'est très important, pourquoi ? Parce que la posture est écrite. Dans le par ses motifs, vous devez dire annuler la décision en date du condamné. Le centre hospitalier, condamner la collectivité de Marseille ou de Bastia à régler la somme à régler le montant de 2 000, 3 000 euros de l'article L761-1 du Code de justice administrative. C'est vos frais administratifs, vos frais d'avocat. C'est hyper important. Il faut vraiment que vous disiez ce que vous souhaitez obtenir du juge. Enjoindre quelque chose sous astreinte, obtenir l'annulation d'une décision, condamner l'administration à vous régler une somme d'argent. C'est hyper important, j'insiste là-dessus, parce que trop souvent, je constate, et ce n'est malheureusement pas régularisable en appel, c'est-à-dire que quand l'erreur est faite, c'est foutu, c'est terminé, on peut plus revenir en arrière. Si vous faites la procédure seule, et je le constate malheureusement trop souvent quand les clients me contactent au cabinet et que c'est trop tard, la procédure est déjà engagée, si vous contentez de faire une requête où vous vous plaignez entre guillemets de ce qu'a fait l'administration, vous dites voilà, cette décision est illégale parce que, ou en fait vous exposez ce qui se passe, mais vous ne demandez rien, ou vous dites au juge, je vous demande, monsieur le juge, de tirer toutes les conséquences de cette situation. Ça, c'est un grand classique. Demande au juge, au tribunal administratif. Il conviendra que le tribunal administratif tire toutes les conséquences de cette décision. Le juge n'est saisi de rien. Le juge ne peut pas statuer ultra petita. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ce que vous lui demandez. Le juge répond, c'est binaire. Il répond à la question que vous lui posez. Si vous lui dites qu'il conviendra d'en tirer toutes conséquences, ça ne veut rien dire. Donc il faut demander l'annulation d'une décision, la condamnation. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et dernier point, en conclusion simplement du dépôt de cette requête, il faut que vous signiez votre requête et que vous la datiez. Donc là, on en est au stade, vous avez déposé votre requête, d'accord ? Step numéro 2, vous déposez la requête sur le portail télérecours, donc Juradmin, le télérecours administratif du tribunal administratif, de la Cour ou du Conseil d'État. Si vous nous confiez le dossier, bien entendu, ça c'est l'avocat qui s'en occupe. Vous n'avez pas à déposer ce recours, c'est votre avocat qui va déposer la requête. Donc vous avez fait votre recours gracieux, pas de nouvelles, vous déposez votre requête devant le tribunal administratif. Que se passe-t-il ? Ça c'est dans les coulisses du tribunal administratif. Vous allez déposer votre requête au tribunal administratif, le greffier va le réceptionner, va enregistrer, va vous envoyer un mail sur le portail pour accuser réception de la requête. Vous allez avoir votre numéro d'instance. T, tribunal, 75 si c'est Paris, numéro d'instance et ensuite un code secret à 5 chiffres où vous pourrez consulter en ligne sur le site Juradmin l'évolution de votre dossier. Quand vous avez déposé votre requête, contrairement à une idée reçue, le juge ne va pas analyser immédiatement votre requête pour vous donner une réponse. C'est pas comme ça que ça se passe. La requête est réceptionnée par le greffier. C'est le greffier. Ensuite, lui va envoyer tout ce que vous envoyez au tribunal, c'est transmis à la partie adverse.
Il faut le savoir. Parfois, on se dit, ah, j'ai envoyé des pièces médicales, je souhaite pas de... Non, c'est le principe du contradictoire. Tout ce que vous envoyez à un tribunal, le tribunal l'envoie à votre adversaire. Faites attention aux pièces médicales, aux pièces financières. Donc vous envoyez la requête au tribunal administratif, le tribunal administratif, par l'intermédiaire du greffier, l'envoie à l'administration. L'administration va avoir un délai pour vous répondre. C'est un délai de 2 mois qui est incitatif. Souvent, le client me dit, mais attendez, ça fait 2 mois, c'était marqué que l'administration avait 2 mois pour me répondre, ils m'ont toujours pas répondu. C'est un délai qui est incitatif. L'administration répond jamais en 2 mois. Faut se le dire clairement, elle répond en 6 mois, en 8 mois, en 10 mois, parfois au bout d'1 an, l'administration répond. Clairement, tant que l'administration n'a pas, entre guillemets, permettez-moi l'expression, un coup de pied au cul de la part du juge qui impose à l'administration un délai de réponse, l'administration prend son temps. Donc au bout d'un certain temps, l'administration va répondre, au bout de 6 mois, 10 mois. Elle va répondre dans le cadre d'un mémoire en défense. Ce mémoire en défense est transmis au greffe, le greffe vous l'envoie ou l'envoie à votre avocat. Lorsque vous allez réceptionner ce mémoire en défense, là je me permets de le préciser, ce n'est pas la réponse du juge, d'accord ? C'est la réponse de votre adversaire. Et donc ne soyez pas déstabilisés ou désarçonnés. Je le dis souvent aux clients, parce que ce sont les clients qui reçoivent le mémoire en défense de l'administration, ont le moral dans les chaussettes, voilà, ils disent qu'on est mauvaise foi, ils disent que les arguments juridiques qui sont soulevés sont pas opportuns, c'est normal. J'ai jamais vu l'avocat de la partie adverse ou l'administration répondre à une requête qu'on dépose en disant « Ah, c'est exceptionnel votre requête, on revient sur notre décision, tout ce que vous soulevez c'est vrai, vous avez raison, les arguments sont impactants. » Il faut garder en tête que l'administration, forcément, elle va dire systématiquement que tout ce que vous avancez c'est faux, que c'est proportionné, que la jurisprudence ne s'applique pas, tout souvent en parfaite mauvaise foi, c'est-à-dire que l'administration va répondre point par point au cordeau sur tout ce que vous avez soulevé. Donc ne soyez pas déstabilisés par la réponse de l'administration, c'est normal, c'est le jeu. C'est votre adversaire, il va pas aller dans votre sens. Une fois que vous avez réceptionné le mémoire de l'administration, vous pouvez par la suite répondre à nouveau. C'est ce qu'on appelle un mémoire en réplique. C'est-à-dire que vous allez réceptionner les mémoires adverses. À réception de ce mémoire adverse, vous allez pouvoir faire un mémoire en réplique. C'est-à-dire que le greffe va vous transmettre la réponse de l'administration. Et à nouveau, comme dans le cas d'une requête, vous allez pouvoir produire un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique au mémoire en défense de l'administration. Dans ce mémoire en réplique, très important, toujours la page de garde pour, contre. Par contre, la suite, ça change subtilement d'une requête. Le mémoire en réplique, c'est pas la peine de reprendre tout ce que vous aviez dit avant. D'accord ? Vous répondez directement. Vous ne respectez pas qui vous êtes, vous répondez. Clairement, petite intro de 3 lignes. Attendu que j'ai réceptionné le mémoire en défense de l'administration en date du 3 avril 2026. J'entends y répondre et j'entends répondre sur les moyens suivants. Et là, vous reprenez point par point les tirés. Petit 1, l'administration dit que j'estime que cette réponse n'est pas fondée, blablabla. En fait, vous répondez point par point tout ce qu'a dit l'administration, par ses motifs toujours. Vous mettez, par ces motifs, là, la formule c'est adjuger au concluant, c'est vous, le bénéfice de ces précédentes écritures. On est dans la continuité. Ce mémoire complémentaire est envoyé à l'administration qui peut à nouveau répondre, mais c'est plus rare. Là, c'est la 3e phase. Une fois que le juge administratif estime que les parties ont suffisamment échangé, on a une ordonnance de clôture d'instruction. L'ordonnance de clôture d'instruction, ça signifie pas que le dossier est perdu, ça signifie pas que le dossier est terminé. L'ordonnance de clôture d'instruction, je le précise parce qu'on est souvent interrogé à ce sujet, les clients appellent en disant on a une ordonnance de clôture d'instruction, c'est perdu, c'est terminé, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Non, en fait, une ordonnance de clôture d'instruction, ça veut dire que le juge estime que qu'il est suffisamment informé, qu'il y a suffisamment eu de temps et d'échange, et donc on clôture l'instruction du dossier. On arrête l'étude du dossier, on ne peut plus rien produire dans le dossier. La procédure est écrite, souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure. Ordonnance de clôture d'instruction, on ne peut plus rien produire, et la dernière étape, vous allez réceptionner l'avis d'audience. Vous réceptionnez un avis d'audience à une audience devant le tribunal administratif. C'est la dernière phase. Vous réceptionnez votre avis d'audience, 1 heure, une salle, une date. Admettons par exemple, vous êtes convoqué devant la première chambre du tribunal administratif de Lyon à 9h30. Comment ça se passe l'audience devant le tribunal administratif ? Alors vous recevez votre avis d'audience, vous vous rendez au tribunal et ce n'est pas la peine d'arriver trop en avance au sein du tribunal puisque les audiences commencent à l'heure. Si vous avez un quart d'heure ou 20 minutes en avance, c'est très bien, d'accord ? Donc vous arrivez à l'accueil, vous le verrez, vous passez un portique de sécurité, c'est comme dans les aéroports, pour être sûr que vous n'avez pas de choses interdites sur vous. Une fois que vous avez passé ce portique de sécurité, vous vous rendrez à l'accueil, la secrétaire du tribunal administratif, vous vous signalez avec une pièce d'identité et cette dernière va vous orienter vers la salle qui est dédiée à votre affaire. Contrairement à une idée répandue, il n'y a pas une audience pour votre dossier. Vous ne serez pas le seul dossier. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes à l'audience de 9h30, il y a 20 ou 25 dossiers de 9h30 à 10h30. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la procédure est écrite. C'est-à-dire qu'on n'est pas au pénal, on n'est pas aux assises, vous n'aurez pas 3 heures pour vous tout seul à plaider votre dossier. Il n'y a même pas réellement de plaidoirie, on va le voir dans un instant. C'est-à-dire que sur 1 heure, il y a 20 dossiers. Donc c'est assez rapide et l'objectif c'est vraiment d'être précis sur certains points de la procédure qui est écrite. Les magistrats, souvenez-vous, ont étudié le dossier. Puisque si vous êtes convoqué à l'audience, c'est qu'il y a une clôture d'instruction. Si il y a une clôture d'instruction, c'est que les magistrats ont déjà étudié le dossier en amont. Donc la secrétaire vous amène à la salle et là vous allez vous signaler à nouveau cette fois-ci à la greffière. La greffière, c'est elle qui assiste les magistrats dans l'instruction et la rédaction des décisions de justice. Vous vous signalez à la greffière parce qu'il faut donner votre nom et comme ça, quand votre dossier sera appelé, elle va vous appeler à la barre. Lors de l'audience, donc l'audience débute, le premier dossier est appelé, vous verrez la greffière va dire j'appelle le numéro, le dossier numéro 12 471 37, monsieur Trucmuche contre la commune de Poitiers. Et donc vous avancez, vous verrez, il y a 3 magistrats, le greffier et le rapporteur public. Les magistrats ne portent pas la robe, il n'y a pas de robe pour les magistrats administratifs. Le rapporteur public ne porte pas la robe. Vous avancez,
et donc les parties sont présentes. Votre avocat ou vous en partie, et puis il y a l'avocat de la partie adverse ou la partie adverse seule. Un des 3 magistrats prend la parole en premier, c'est le rapporteur de votre dossier, c'est le conseiller rapporteur. C'est-à-dire que c'est lui qui a étudié le dossier en amont. Il va lire un résumé très succinct. En général, ça dure 30-40 secondes. Monsieur Trucmuche a saisi le tribunal administratif en date due, une réponse en date due, une réplique en date due, la caution d'instruction en date due, l'avis d'audience en date due. Bam, c'est carré, ça dure 30 secondes. Ensuite, la parole est au rapporteur public. Le rapporteur public se lève, il est dans un box, c'est un peu comme un procureur de la République en matière correctionnelle. Ici, c'est un rapporteur public. Le rapporteur public, l'intérêt d'aller à l'audience, c'est d'écouter les conclusions, les observations du rapporteur public. Le rapporteur public va donner son avis sur votre dossier. Ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est un magistrat qui est indépendant. Il donne un avis au magistrat sur votre dossier. C'est un peu comme des réquisitions d'un procureur de la République. Le rapporteur public va dire au magistrat « J'estime que la requête de monsieur Tartampion est fondée ou infondée ». C'est assez long parfois ces conclusions, et le seul intérêt entre guillemets d'aller à l'audience, c'est d'écouter ce qu'il va dire et de rebondir. Une fois que le rapporteur public a donné son avis que par ailleurs vous pouvez obtenir 24 heures avant l'audience sur le site internet du cabinet avec votre code secret qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que ce rapporteur public donne son avis, il se rassoit et vous, en tant que demandeur, vous vous levez. C'est très important. Vous vous levez pour prendre la parole. Le magistrat va dire « Monsieur Trucmuche, je vous écoute » ou « Maître Ingelard, nous vous écoutons sur vos observations ». Vous vous levez et là, en tant qu'avocat, ce qu'on dit c'est voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, je viens d'écouter avec grande attention les observations de Monsieur le rapporteur public. Ce dernier entend rejeter la requête qui était déposée par Monsieur Trucmuche. Néanmoins, je me permets de préciser que Monsieur le rapporteur fait une appréciation biaisée des faits qui lui ont été soumis dans le cadre de la requête. J'estime également que Monsieur le rapporteur a omis d'étudier la pièce numéro 36 puisque cette pièce en réalité démontre la véracité des faits que nous avons développés. Et par ailleurs, je me permets de souligner le fait que l'auteur de la décision est bien incompétent et pour preuve, vous en référez à la décision numéro 13. Donc le but de l'avocat, c'est vraiment de rebondir sur ce que vient de dire le rapporteur public. Vous verrez les magistrats notent, blablabla. Et quand je dis que c'est de brèves observations, les magistrats ont déjà tous vos éléments. En général, au bout de 3 à 5 minutes, de 3 vous le verrez, c'est assez important, ou de 3 à 5 minutes, le magistrat vous coupe. Maître Ingelard, Monsieur Trucmuche, la procédure est écrite. Je vous remercie, nous avons déjà tous vos éléments. Je vous remercie pour vos observations. Et donc c'est terminé. Vous vous rasseyez, les magistrats vous disent, le délibéré sera rendu dans 1 mois. Et donc c'est terminé. En général, il y a 10 à 15 minutes qui sont consacrées par affaire. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi c'est très important d'avoir des requêtes vraiment bien rédigées. Donc vous sortez de l'audience et 1 mois plus tard, vous recevrez par le biais du télérecours ou par votre avocat copie de la décision. Ça ne sert à rien d'aller à l'audience 1 mois plus tard et surtout, contrairement à une idée répandue, vous n'avez jamais la décision le jour même de l'audience. Ça n'arrive jamais. D'accord ? On n'est pas en matière correctionnelle. Une fois que vous avez réceptionné cette décision, si vous avez une décision qui est défavorable, vous pouvez faire une requête en appel devant la cour et c'est bis repetita. Vous pouvez remettre la vidéo au début puisqu'en fait les choses et la procédure est exactement la même. Pareil, une fois que vous avez l'arrêt de la cour devant le Conseil d'État. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur comment mener à bien et surtout avec succès votre procédure devant le tribunal administratif ou la cour administrative, voire devant le Conseil d'État. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions que vous auriez sur cette procédure. J'y répondrai avec grand plaisir.